Donc Anaïs Mahuarin, est-ce que je prononce bien votre nom? Parce que... Oui, on peut dire Mahuarin. Mahuarin, oui. C'était pas mal. Je vais essayer de le faire bien. Donc Anaïs Mahuarin est chercheuse post-doctorante au LabEx Astex. Donc vous êtes affiliée au centre Alexandre Coiré et vous avez récemment soutenu une thèse dont l'intitulé était l'ethnologie à l'épreuve des images, photographie et ethnologie en France 1930-1960. Une des particularités était que justement François Brunet était rapporteur de votre thèse. Donc vous avez été en contact avec lui jusqu'aux dernières années. Donc il y a aussi un lien spécifique et particulier entre votre travail et puis sa pensée, sa réflexion, au-delà des séminaires auxquels vous avez pu assister et des échanges que vous avez pu avoir avec lui. La proposition de communication que vous faites a pour titre « Histoire entre parenthèses naissante, retour et appropriation des photographiques de l'ethnologie ». Et cette communication se propose de revenir notamment autour des collections de photographies du Quai Branly. En fait, ma présentation n'est pas tout à fait ce que j'avais envoyé il y a presque un an. D'accord, donc elle a pas mal été modifiée. Et ça va faire écho, je pense, à ce qu'on a entendu ce matin, à la fois par les auteurs qui ont été mentionnés et par l'objet, tout simplement, de la présentation. Et après, je peux commencer peut-être à parler éventuellement avant que le PowerPoint arrive. On peut prendre 2 petites minutes. Sympa donc, ce sera déléguer la question. Non, mais ce sera peut-être plus agréable pour vous d'avoir les éléments. Mon PowerPoint, je vais parler en me servant du PowerPoint, mais pas de façon très intense et beaucoup moins que la présentation qu'on vient de voir, par exemple, qui était extrêmement visuelle. Je vais juste faire ça parce que du coup, sinon. Ça, c'était celui d'avant. Là, il y a plein d'images, mais je ne saurais pas quoi en dire, moi, personnellement. Désolée, j'aurais dû envoyer ma présentation avant, et c'est de mon fait, je ne l'ai pas fait. Non, mais il n'y a pas de problème. On peut prendre 2 minutes, il n'y a pas de souci, le temps de tout bien caler, et puis ensuite... Mais si vous n'êtes pas trop divertis par l'écran, moi, je peux commencer à parler, éventuellement, et déjà à remercier évidemment l'Institut, les organisatrices et les organisateurs d'avoir pu organiser ce colloque, et que malgré, en effet, tout ce qu'on connaît en ce moment, ces 2 jours puissent se dérouler. Et donc, comme je suggérais un petit peu tout de suite, contrairement à pas mal de présentations qu'on a vues jusqu'à maintenant et depuis hier, je ne vais pas parler à proprement parler de mes propres recherches, qui portent donc sur l'histoire des photographies de l'anthropologie au XXe siècle, dans la mesure où les matériaux que je vais mobiliser ne sont pas vraiment des matériaux de première main, d'une certaine manière. Là, je m'attaque plutôt à une sorte de continent parallèle, pour reprendre un mot qu'on a entendu hier, que Jordi a prononcé. Et ce continent, il se compose de pratiques, de réflexions et de questions qui, moi, m'ont été difficiles à ignorer pendant mon travail de recherche et qui viennent, me semble-t-il, questionner nos pratiques de chercheurs, d'historiennes, d'historiens qui parlons de photographie. Et donc, je vais continuer, on va voir si ça fonctionne. Je vais partir en introduction de quelques réflexions. Alors, oui, mais je peux déjà introduire mon introduction en disant que je vais partir de quelques réflexions de François Brunet, notamment dans la photographie Histoire et contre-histoire, avant de rentrer davantage dans le vif du sujet concernant les retours de photographie historique vers des communautés sources. C'est une notion que je vais employer pendant toute ma présentation, qui est une notion qu'employait notamment... et donc si je fais ça, ça ne marche pas. C'est dommage. Ouais, il faut descendre. Bon, c'est pas grave, je le ferai. Je ferai comme ça. Je trouve pas ça très confortable, mais c'est pas grave. Et comment je m'organise? Donc, réflexion de François Brunet, avant de rentrer dans le vif du sujet, concernant les retours de photographie historique vers des communautés sources. Voilà, j'étais en train de dire que cette notion de communauté source, c'est celle dont je vais parler, celle que je vais utiliser et qui était notamment utilisée par Elizabeth Edwards, qui s'est intéressée à ce sujet aussi, elle, en 2003, dans un ouvrage de référence. Et donc, le vif du sujet concernant les tensions que peuvent soulever ces processus de retour et concernant aussi ce qui peuvent avoir d'heuristique pour penser ou repenser la photographie et ses enjeux. Et donc,
lorsque François Brunet évoque les enjeux de la mobilisation de photographie dans l'écriture de l'histoire contemporaine, dans son ouvrage, celui que j'ai mentionné, et qu'on connaît tous, dont on a parlé hier aussi, il prend en considération un renversement contemporain possible dans l'interprétation et le sens historique des images, renversement qui repose sur la façon dont on les regarde. Et dans la dernière partie de son livre, à propos notamment de l'ouvrage de Martin Berger, Seeing Through Race, A Reinterpretation of Civil Rights Photography, Brunet montre comment le travail de documentation de l'auteur peut modifier l'interprétation des images de manifestation, en l'occurrence, qu'il analyse. Et Berger parvient à proposer une analyse contre-historique, d'après la notion de Brunet, qui va à l'encontre du discours historique dominant. Et ce genre de travail suscite, comme l'explique Brunet, un trouble dans l'interprétation des photographies historiques. Et ce genre de travail favorise également la réappropriation d'une histoire visuelle par celles et ceux qui en ont été les objets, en promouvant des méthodes de recontextualisation et de remotivation capables de réactiver les conflictualités aussi bien que les sympathies, c'est des mots qu'utilise aussi Brunet, qui sont enfouis dans les images. En évoquant cette perspective, Brunet, avec d'autres auteurs tels qu'Ariela Azoulay, à laquelle il se réfère, propose de considérer, je cite, que le fait que le contenu d'une photographie donnée soit apparemment fixé de la façon la plus indubitable, en particulier comme reflet d'un dispositif d'oppression, n'empêche pas que cette photographie puisse trouver a posteriori, le moment venu, un contenu nouveau en fondant une relation nouvelle de solidarité ou de co-responsabilité entre photographes, sujets photographiés et sujets spectateurs. Et on pourrait dire aussi entre institutions détentrices de photographie et sujets concernés. Les photographies conservées dans les institutions et les musées anthropologiques, plus ou moins issues d'un dispositif d'oppression selon leur histoire, mais qui sont le plus souvent le résultat d'un dispositif unilatéral et objectivant néanmoins, semblent être parvenues à ce moment d'après, ce moment venu où elles se font les supports d'autres histoires. Et de façon significative, dans un rapport récent, celui de Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, concernant la restitution du patrimoine culturel africain de 2018, ils évoquent, quoique rapidement, la question des photographies. Comme pour les archives et les documents audiovisuels, leur mise à disposition doit faire l'objet, selon eux, d'une politique oui, c'est ça, excusez-moi. Comme pour les archives donc, et les documents audiovisuels qui englobent la photographie pour eux, la mise à disposition de ces éléments-là doit faire l'objet, selon eux, d'une politique ambitieuse, basée sur l'idée d'un partage et d'une mise à disposition. L'enjeu de propriété n'est certes pas du même ordre que pour les objets, dans la mesure où les photographies, dans leur matérialité, ne préexistaient pas à la production par des voyageurs ou des chercheurs, qui les ont depuis confiées aux institutions occidentales. Néanmoins, les auteurs de ce rapport soulignent le fait que ces images, parmi d'autres types de documents, donc, représentent pour les pays africains une source mémorielle de tout premier ordre. Je cite le rapport. Ils font dès lors appel à un autre type de légitimité des peuples, qu'on pourrait appeler une légitimité mémorielle, qui concurrence celle relevant de la propriété par les institutions, les auteurs ou les ayants droit. Et ils esquissent là un déplacement de focale et de cadre d'analyse qui invite à repenser les enjeux contemporains de ces productions, et notamment des photographies, et à comprendre en quoi et pour qui elles font désormais sens et ont encore de la valeur. Cette prise en compte des photographies témoigne d'un revirement dans l'appréciation des enjeux de ces photographies historiques depuis quelques décennies, revirement que je vais résumer rapidement. En 1989, Christopher Pini, dont il a été fait mention auparavant, invitait à considérer, on est en 89 donc, que les masses de photographies conservées dans les musées, les laboratoires et les universités venaient d'abord nous documenter, c'est-à-dire documenter les pratiques et les imaginaires scientifiques occidentaux et coloniaux. Cette lecture, qui reposait sur une analyse en termes foucaldiens de l'articulation entre voir, savoir et pouvoir, a suscité des travaux heuristiques et nécessaires mettant en question les soubassements idéologiques sur lesquels se sont construits l'anthropologie et son vaste corpus photographique.
Peu de temps après, néanmoins, dès le milieu des années 90, une nouvelle vague de réflexion à propos de ces images a émergé dans un contexte de reconnaissance accrue de droits aux communautés autochtones. Et d'abord donc, cela s'est produit dans les zones où ces questions d'autochtonie étaient les plus saillantes, c'est-à-dire en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord notamment, puis progressivement, à mesure de l'intensification de la reconnaissance de ces droits, dont témoigne notamment l'adoption en 2007 par l'ONU de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, progressivement cette problématique est devenue aussi prégnante au Royaume-Uni et en Europe continentale. Les historiens des photographies de l'anthropologie et des photographies coloniales, dont Pinet lui-même, ont alors assimilé les enjeux soulevés par les études postcoloniales au point d'ouvrir le cadre d'analyse et d'envisager que non seulement ces photographies représentent une source historique pour les peuples qui en ont été les objets, mais également que ces peuples doivent aujourd'hui être considérés comme les acteurs incontournables de leur devenir. Et donc, aujourd'hui, dans ma présentation, j'aimerais mettre en perspective ce revirement dans la lecture des enjeux historiques de ce genre de photographie, revirement qui implique un changement de point de vue et une prise en considération de cet autre point de vue. Et pour ce faire, je vais revenir sur des cas concrets de retour, de restitution de photographies vers les communautés sources qui ont eu lieu depuis le dernier quart du XXe siècle. À travers deux exemples historiques qui ont été précurseurs et qui constituent aujourd'hui des références souvent mentionnées, je vais d'abord dessiner les contours des enjeux qu'ont fait apparaître ces retours. Et en matière de construction du discours historique, de position du chercheur, de statut des communautés vis-à-vis de ces images et concernant leur légitimité à devenir partie prenante donc de leur devenir. Et j'en viendrai ensuite à souligner comment ce genre de projet soulève des questions épistémologiques particulièrement heuristiques et qui sont susceptibles, à mon avis, d'ouvrir aussi nos cadres d'analyse en histoire de la photographie et de nous inviter à les repenser. Je vais d'abord montrer comment ces retours ont permis la réappropriation d'une mémoire historique par certaines communautés sources et l'émergence de nouveaux récits historiques. Et cela en m'appuyant sur des textes réflexifs concernant ces processus, textes le plus souvent rédigés par des anthropologues ou des historiens qui ont souvent été partie prenante, si ce n'est à l'initiative de ce genre de retour. Et donc les deux projets que je vais d'abord évoquer apparaissent aujourd'hui comme des expériences qui font référence sur ces questions et qui ont en quelque sorte balisé les enjeux de ces retours d'images. Le premier projet dont je vais vous parler concerne d'un côté une historienne et un photographe néo-zélandais, Judith Binet et Gillian Chaplin. De l'autre côté, la tribu maori des Tioé, dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande, et donc à l'intersection un ensemble de photographies prises dans cette région entre 1908 et 1937 par des photographes, des photojournalistes et des missionnaires, et photos qui sont conservées dans les grandes institutions à Auckland. Le projet débute en 1977. Et à ce moment-là, l'historienne Judith Binet est professeure à l'université de Auckland et le photographe Gillian Chaplin, ils travaillent ensemble sur l'histoire d'un prophète maori de la tribu Tioé. En 1908, ce prophète avait fondé une communauté religieuse non violente au sein de la tribu, communauté particulièrement mal vue de la part des autorités néo-zélandaises, si bien qu'en 1907, ce prophète a été arrêté et emprisonné 2 ans avant de retourner dans la communauté et il est décédé en 1937. Dans le cadre de leur enquête, Binet et Chaplin ont réuni plusieurs séries de photographies tirées des archives et renvoyant à l'histoire de ce prophète. Et c'est face à ces images qu'ils ont entrepris d'aller rencontrer les Maoris qui avaient connu ce mouvement religieux, ceux qui avaient vécu avec ce prophète, ainsi que leurs descendants. Leur objectif au départ était essentiellement de documenter ces images et d'identifier les différentes personnes qui y apparaissaient. Et comme ils le disent eux-mêmes, ils n'attendaient pas grand-chose d'autre de ces rencontres autour des images. Contrairement à des projets plus récents d'ailleurs, les auteurs ne détaillent pas vraiment les conditions dans lesquelles ils sont allés sur le terrain, comment ils ont établi le contact, quelle était aussi la dimension matérielle de ces rencontres visuelles. Mais ils insistent néanmoins sur le fait qu'ils ont été largement surpris de ce qu'ont suscité ces images lorsqu'ils les ont montrées aux Maoris et qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un tel retour des mémoires suscite ce genre d'émotion. Ils n'avaient pas mesuré les effets potentiels de ces images.
Ces images sont extraites de l'article dont je donne la référence en bas du diaporama. Par exemple, lorsqu'ils ont ramené le portrait de la femme que l'on voit là, qui est le portrait de la première femme du prophète, lorsqu'ils l'ont montré à Harimat Robert, un des hommes de la tribu, homme que cette femme avait élevé quand il était enfant, celui-ci a adressé une longue lamentation au portrait, et les auteurs rapportent le fait qu'ils ont eu l'impression qu'il s'adressait directement à cette femme dans ce long chant. Ils rapportent aussi la façon dont certains se sont adressés directement aux personnes représentées dans les photographies en les interpellant et en les invoquant. Et ce faisant, les auteurs ont eu la sensation qu'en ramenant ces photographies, ils ramenaient en quelque sorte les ancêtres eux-mêmes. Parallèlement, plusieurs images se référaient aussi plus directement à l'histoire de la communauté religieuse qu'avait fondée le prophète en 1908. Et l'image de l'impressionnante maison commune qu'on voit à côté, qui est devenue un symbole de ce mouvement religieux, a suscité elle aussi beaucoup de commentaires et de souvenirs. Et cela d'autant plus qu'elle renvoyait et réinvoquait une histoire devenue particulièrement douloureuse pour la communauté et qui était alors l'objet de peu de récits. Le retour de ces images a carrément permis de faire une place à une mémoire et à une histoire qui était alors largement occultée. Comme le rapportent les auteurs, ce sont surtout 2 photographies prises en 1916 qui sont au cœur de cette histoire douloureuse et qui ont focalisé l'attention des Maoris. La première, à gauche, montre le prophète arrêté par la police néo-zélandaise en 1916 avec d'autres membres de la tribu. Et celle-ci a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de pleurs. Et il a même fallu, c'est une anecdote que les auteurs rapportent, il a même fallu la réimprimer à plusieurs reprises pour qu'elle puisse, elle conserve son intégrité. Et elle rappelait à tous ce moment de l'arrestation qui a pris l'allure, a priori, d'un assaut militaire de la part de la police et qui a été vécu comme une véritable guerre par les membres de la tribu. Et cette image suscitait une douleur d'autant plus vive qu'elle rappelait aussi aux membres l'injustice qu'ils avaient alors vécue et qu'incarnait une autre image, celle de droite, d'après la lecture qu'ils en faisaient. Et en effet, les conditions de cette arrestation ont été l'objet de récits contradictoires. Et la police a affirmé que le prophète avait résisté et s'était défendu lors de l'assaut de 1916, ce qui lui a valu d'être emprisonné pendant 2 ans. Alors que, de l'autre côté, les membres de la tribu et ceux qui ont été témoins de l'arrestation, au contraire, ils affirment que le prophète a été totalement pacifique et s'est rendu à la police. Et en fait, cette image vient corroborer ce récit, cette analyse. Rua, alors c'est une image qui est de très mauvaise qualité, mais Rua, le prophète, est a priori au centre du groupe des 3 hommes que l'on voit à droite. Et c'est quelque chose j'aurais pu zoomer dans l'image, même si déjà dans l'article elle n'est pas reproduite de très bonne qualité, mais il a a priori les mains en l'air, il lève les bras. Et l'interprétation même de cette image qui a été suscitée, enfin qui a été révélée, disons, par les Maoris, et donc est venue de la tribu elle-même. Et c'est une photo qui n'avait pas été présentée lors du procès du prophète et qui était jusqu'alors absente de cette histoire, de la façon dont on racontait cette histoire. Et son interprétation par les Maoris a donc amené non seulement à ce qu'eux-mêmes réinvestissent cet épisode historique et confortent le récit qu'ils s'en faisaient, mais aussi amené à repenser le récit de cet épisode historique et l'histoire du prophète au-delà de la tribu. Cela a fait naître une autre version de l'histoire, et c'est celle que défendent Binet et Chaplin dans l'ouvrage qu'ils ont consacré en 1979 à la suite de ces échanges et de ces rencontres à l'histoire du prophète Rua. Et à l'échelle de la question des retours de photographie, cette expérience a eu lieu de façon tout à fait précoce. Elle n'a d'ailleurs pas impliqué des photographies anthropologiques au sens propre, mais plutôt des photographies représentant cette communauté et auxquelles cette communauté n'avait pas directement accès jusqu'alors. Et c'est cette dimension-là et la façon dont ces retours ont suscité une reconfiguration des récits historiques qui a dressé ce projet en référence et en modèle pour les projets de retour qui ont ensuite émergé. Il a en effet fait figure d'arguments prouvant l'intérêt et les enjeux qu'il y a à entreprendre ce type de restitution et de retour d'images.
Néanmoins, Binet et Chaplin ne cachent pas qu'au départ, ils n'étaient pas mus par cette idée de retour et ses potentialités, et ils considéraient davantage les Maoris comme des informateurs, plus que comme de véritables sujets potentiellement affectés par ces images et partie prenante de ces retrouvailles, et aussi potentiellement auteurs d'une autre version de l'histoire. C'est en cours de route, au cours de l'expérience, que leur statut s'est en partie modifié. Dans les projets qui ont suivi, à partir de 1990 surtout, des années 1990, l'idée que ces photographies concernent les communautés sources et la prise en compte du fait que ces communautés sources ont quelque chose de spécifique à faire avec ces images, voire qu'elles leur reviennent, tous ces aspects ont été beaucoup plus prégnants et évidents. Le deuxième projet dont je vais parler est mentionné dans la majorité des textes sur ces questions. Il a été mené par une anthropologue britannique, Rosalind Poynant, et l'ouvrage qui en résulte, Encounter at Nagalaramba, en 1996, est beaucoup plus réflexif quant au processus de retour et de ce que cela implique. C'est un ouvrage, donc sur cet ouvrage et sur le texte qu'a écrit Poynant à l'intérieur que je me base pour parler de ce projet. Les photographies dont il est question ont été prises par le mari de Rosalind Poynant, Axel Poynant, qui était photographe et qui a effectué un séjour de 6 semaines en 1952 dans le Arenland, au nord de l'Australie, où il a pris environ 2000 photographies. À la même période, Rosalind était quant à elle à Sydney et elle avait accepté de travailler à distance avec Axel sur ses photos. Elle réceptionnait les négatifs que son mari lui envoyait régulièrement. Elle se chargeait du travail de développement et de tirage en chambre noire au fur et à mesure de l'arrivée des photos. Et c'est là qu'est né pour elle un rapport très fort avec ces images et aussi surtout avec toutes les personnes qui apparaissaient progressivement sur ces images, qu'elle identifie peu à peu à mesure qu'elle découvre les images. Dans les années 70, ils ont déposé ces photographies à la Bibliothèque nationale d'Australie. Quelques-unes d'entre elles ont alors, au fil du temps, fait l'objet de présentations dans des publications ou des expositions, mais de façon, somme toute, limitée, d'après ce que dit Rosalind Poynant. Et elle voit là quelque chose d'assez problématique, parce que ce rapport aux images tendait, d'une part, à fragmenter la cohérence du corpus visuel, et d'autre part, le temps passant, à obscurcir également les modalités de la rencontre qui en constituaient le contexte spécifique. Après le décès d'Alex Poynant, en 1986, elle décide donc de ressaisir et de reconstruire cette archive visuelle en montant un projet, en 1992, qui implique de ramener les photographies aux membres de la communauté du Arnhem-Land. Son projet est alors financé par l'Institut australien d'études aborigènes. Il faut avoir conscience que ce n'est pas quelque chose qui est très étonnant pour l'Australie, dans la mesure où la question des droits des peuples autochtones fait déjà l'objet d'une reconnaissance institutionnelle très forte à cette période-là, et que se développe également toute une éthique du terrain et de la recherche en anthropologie. Et Poynant passe alors 6 semaines, elle aussi, dans la région, à ramener ces photographies et à envisager la façon dont cela peut conduire à la production d'un livre. Et une fois là-bas, elle trouve de nombreuses personnes, plus d'une vingtaine, qui se souviennent de la rencontre avec Axel Poynant, qui a eu lieu 40 ans plus tôt. Ils reconnaissent beaucoup de monde et beaucoup d'ancêtres sur les photographies. Et progressivement, des sessions de visionnage se sont organisées. Des sessions à géométrie variable. Et dans le livre, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on peut voir ce genre de photographies prises par Poynant et qui sont depuis devenues quasi iconiques dans ce genre de projet de restitution de photographie. Les réactions face à ces images étaient globalement très positives et très affectueuses. À partir d'elles, un travail de généalogie était souvent entrepris qui permettait de retracer les filiations au sein de la communauté. Celles qui ont suscité le plus de réactions et d'intérêt sont celles représentant une grande cérémonie orchestrée à l'époque pour le photographe. Et ceux qui regardaient ces images identifiaient à la fois leur propre rôle au sein de la cérémonie, les traits culturels qui ont depuis changé, comme le type d'objets, les motifs des peintures culturelles, etc. Des peintures corporelles, pardon. Et à partir d'autres images, par exemple l'une montrant la fabrication d'un canoë, certains formulaient aussi l'envie de procéder à nouveau à la construction de ce genre de fabrication. Ce travail à partir des images incitait aussi à recréer une forme de chronologie,
par comparaison avec d'autres images, d'autres souvenirs et des pratiques contemporaines qui replaçaient dans le temps cette venue de Poignant et la façon dont vivait alors la communauté. Et ce qui est assez frappant dans ce que rapporte Roselyne Poignant à propos de ce projet, c'est toutefois l'absence d'une forme de nostalgie et l'absence de comparaison dépréciative entre le monde contemporain et ce qu'était la vie des aborigènes auparavant. Et cela tient a priori d'une part au fait qu'une forme de cohésion sociale a perduré au sein de ce groupe, et aussi d'autre part au fait que lorsque Poignant arrive en 1992, un travail sur l'identité culturelle de la communauté, à partir notamment d'images historiques issues d'autres sources, a déjà été entrepris et déjà en cours au sein de la communauté. Ils ont déjà construit un certain rapport à l'image historique, à l'enjeu historique des images. Et Poignant en a vite conscience et elle insère son projet dans ce travail qui est déjà en cours, et elle veut faire en sorte que ce retour qu'elle orchestre se prolonge au-delà de son séjour limité. Les photographies, elle veut également que les photographies ne restent pas seulement accessibles à Canberra, à la Bibliothèque nationale, et cela prend la forme d'une constitution d'une collection photographique, la Barnum Life History Photo Collection, qui voit le jour matériellement à l'aide d'un photographe local qui a aidé Poignant dans son travail. Et donc il constitue une collection qui reste sur place au musée Jomi, dans la petite ville principale de la région. Et l'idée est que via cet ensemble, les photographies restent accessibles et que les familles puissent ainsi obtenir facilement, et sans que ce soit coûteux, des photocopies de ces images. Ce projet constitue en quelque sorte la matrice des projets qui vont ensuite voir le jour dans les années qui suivent, dans les années et les décennies qui suivent. Non seulement il soulève la question du sens historique de ces images, de leur valeur pour les communautés sources, mais il pose aussi déjà la question de l'appropriation très concrète des photographies par la communauté, sans qu'il soit question de déplacer les images originales d'Axel Poignant depuis la Bibliothèque nationale vers le musée Jomi. Il est néanmoins question de resituer les images au sein de la communauté, de leur redonner une forme de légitimité et de propriété sur ces images. Les projets de ce genre se sont multipliés dans les années et les décennies suivantes. Et je vous montre quelques images piochées au gré des articles et des pages internet qui sont consacrés à ce genre de projet. On trouve régulièrement des photographies qui mettent en scène les séances de consultation de photographie, de discussion collective autour d'elles. Un autre dispositif que je ne montre pas là, mais qui est régulièrement utilisé, est également l'exposition de tirages dans différentes zones. Je peux tracer quelques généralités vis-à-vis de cet ensemble de projets de retour. Ils ont progressivement changé d'échelle et ont pris une dimension internationale en impliquant des institutions européennes notamment, et contrairement aux deux projets que j'ai mentionnés, qui se jouaient à l'échelle, disons, d'un territoire national, la Nouvelle-Zélande et l'Australie en l'occurrence. Certains ont impliqué des corpus photographiques plus directement anthropologiques, concernant les photographies de John Layard ou d'Alfred Haddon par exemple, ou des collections conservées véritablement dans des musées d'anthropologie. De plus en plus fréquemment, ces projets sont aussi nés en réponse à des demandes émises par les communautés sources directement. Et également, ils ont pris en considération de façon accrue cette question de la légitimité des communautés à gérer leurs photographies. Les exemples et les cas d'études pourraient être intéressants à multiplier précisément pour constater la variété des configurations que prennent ces projets en fonction des contextes, et aussi le type d'options envisagées et les différentes configurations locales qui s'élaborent à chaque fois dans le rapport aux images. Je ne vais toutefois pas procéder à ce panorama, ni tenter une véritable synthèse des projets, tant le champ est dynamique et tant en fait, les projets se multiplient sans cesse en ce moment. En revanche, je vous propose de tirer plutôt deux fils problématiques que certains de ces projets ont fait ressortir avec une grande acuité et qui interrogent plus largement la façon dont on envisage la photographie comme objet d'étude. Certaines de ces expériences de retour invitent en effet à repousser en quelque sorte les limites des questions que l'on pose avec les photographies.
Et j'ai identifié deux grandes questions de ce genre, concernant d'une part les contours d'une ontologie de la photographie, et concernant d'autre part la question de l'autorité de l'archive photographique et de sa dimension située. Et je vais m'appuyer sur deux autres projets pour exemplifier ces deux questions, avec l'idée que les questions que soulèvent ces projets interrogent ou peuvent interroger nos propres pratiques. D'abord, sur la question des différentes ontologies de la photographie. Le fait de confronter les photographies à d'autres contextes culturels a conduit certains anthropologues à repenser en termes culturels le rapport au médium et à aller à l'encontre de l'idée d'une évidence dans l'appréciation et la compréhension des photographies et d'une lecture universelle de ces images. L'anthropologie a nourri un certain relativisme vis-à-vis de l'appréhension de la photographie qui était déjà exemplifiée dans une anecdote rapportée par Gregory Bateson concernant son terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 30. Et c'est une anecdote que j'aimerais rapporter. Gregory Bateson, qui est un grand anthropologue américain qui a beaucoup travaillé avec Margaret Mead et qui a aussi largement utilisé le visuel. Cette anecdote est énoncée et notamment rapportée... Donc Christian Coiffier fait référence à cette anecdote, c'est là que je l'ai lu, et donc je vais rapporter ce que dit Christian Coiffier. Je cite. Pour les Yatmoul, auprès desquels Bateson travaille, les ondulations de la surface de l'eau produites par l'action du vent sont perçues comme une manifestation des esprits ancestraux. Il y a consensus pour admettre que tout être et toute chose qui existent au monde ne sont que des modèles de vagues. Gregory Bateson avait constaté dans les années 30 que certains clans personnifient les vagues en disant que celles-ci sont produites par l'action d'un ancêtre appelé Kontum Mali. Il invita un de ses informateurs Yatmoul à assister au développement de planches photographiques dans son laboratoire de campagne. Ce dernier lui demanda de ne jamais montrer cette opération à des membres d'autres clans. Et Bateson précisa alors que Kontum Mali était l'un des ancêtres de cet homme et il voyait dans l'opération de développement photographique l'incarnation véritable des ondulations en images, ce qu'il considérait comme une démonstration de la vérité du secret que détenait son clan. Cette anecdote tendrait à montrer comment la perception de l'opération de développement photographique avait pu être interprétée localement à cette époque, je mets toujours du conditionnel, et inviterait donc à dénaturaliser le rapport à la photographie et aux opérations photographiques, en l'occurrence. Cette dénaturalisation fait écho aux mentions qu'on retrouve régulièrement dans les textes qui évoquent les réactions des communautés sources face aux photographies de leurs ancêtres. Il ne faut pas néanmoins négliger le risque face à ce genre d'anecdote, qui est qu'assez facilement on peut ramener et enfermer ces autres, entre guillemets, dans une approche primitive, entre guillemets, de la photographie. En réactivant le topoi d'une distance irréductible avec la technologie et d'une forme de naïveté dans l'appréhension des images. Et d'une certaine façon, les mentions fréquentes des façons spécifiques que les communautés peuvent avoir de réagir face aux images ramenées, lorsqu'une personne s'adresse directement à son ancêtre dans la photographie, ou lorsqu'une danse ou un chant est performé en réponse à cette rencontre visuelle qui revêt une dimension vivante. Le basculement du côté de la caricature et du procès en naïveté est vite arrivé. Si bien que le relativisme culturel auquel invite l'anthropologie est donc à pratiquer avec beaucoup de discernement. Pour les anthropologues qui ont véritablement posé cette question, parmi les anthropologues qui ont véritablement posé cette question et qui en ont fait un objet d'étude, je mentionnerai Christopher Wright. Son livre a abouti à la publication, son travail a abouti à la publication d'un livre en 2013. Il s'appuie sur un terrain qu'a effectué Wright dans les îles Salomon au sud du Pacifique, qui a commencé en 2001. Son travail était centré autour d'une collection d'images imprimées reproduites à partir de photographies prises dans une région spécifique de ces îles à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Son objectif était de questionner les enjeux de mémoire et d'histoire liés à ces photographies et la façon dont ces enjeux étaient physiquement et matériellement vécus par la communauté concernée. Et le travail de Poignant dont j'ai parlé était une source d'inspiration pour envisager ce travail. Le retour réflexif que produit Wright sur ce qu'il se passe avec ces photographies sur le terrain l'amène toutefois à soulever de façon plus insistante la question des différentes appréciations
ontologique et phénoménologique, ce sont des termes qu'il utilise. Appréciation, la manière dont les photographies peuvent faire l'objet selon les contextes. Dans son travail réflexif, il insiste, il historicise et il contextualise notamment les peurs que suscite la photographie, en prenant à rebours la caricature du sauvage effrayé par l'appareil photographique, avec l'idée que l'appareil photo capture l'âme. Il montre que questionner frontalement le rapport de ces communautés à l'image peut permettre non seulement de repousser ce stéréotype, non pas seulement de repousser ce stéréotype, mais véritablement de parvenir à le déconstruire, et que cela passe par une attention fine à la façon dont le médium est appréhendé localement sur le terrain. Et il montre l'importance de schèmes culturels préexistants, façonnés en particulier par les liens entre le vivant et le mort, le visible et l'invisible, pour comprendre ces réactions face aux photographies. Et je vous renvoie à ces travaux pour en savoir plus. Sa posture est donc de plaider pour une provincialisation de la notion de photographie européocentrée. Et en utilisant ce terme de provincialiser, il fait directement écho aux écrits des Postcolonial Studies. Il remet en question l'idée selon laquelle les autres rapports à l'image ne seraient que marginaux, subalternes. Il en appelle donc à une reconnaissance de ce que cette nature photographique dominante a de relatif. Ce genre de travaux invite donc à voir la multiplicité des manières d'envisager la photographie et invite à les inclure dans la compréhension plus large du médium. Et de façon plus étendue, et je vois là aussi un écho à ce que rapportait Edwards hier matin, ce détour par l'anthropologie peut donc nous conduire à relativiser notre propre lecture et notre vision de la photographie et à s'ouvrir à d'autres formes d'appréhension des images tout aussi légitimes. L'autre fil problématique que j'aimerais soulever concerne plus directement la question de l'autorité, de la légitimité, de la souveraineté, qui concerne d'une part le discours historique qui peut être associé à ces photographies, qui décide de ce que veulent dire ces images, qui a le pouvoir d'orienter la façon de les interpréter, et cela revient aussi à poser la question de qui écrit à propos de ces images, qui communique plus largement sur elles. Et d'autre part, la question de l'autorité, de la légitimité, concerne aussi la question de l'autorité se pose aussi à propos de la maîtrise de l'archive en tant que telle. Question sans doute plus délicate encore. Sur la question de l'autorité en matière de discours historique, je vais faire référence à un projet de retour qui a abordé de façon frontale cette question, qui est celle en fait d'un transfert de légitimité. Il s'agit d'un projet mené à partir de 1999 par Laura Pierce et Alison Cabron, qui implique des photographies prises en 1925 par Beatrice Blackwood, qui est une figure importante du Pitt Rivers Museum. Et ces photographies étaient et sont toujours conservées au sein de ce musée. Il s'agit d'un corpus de 33 photographies anthropométriques. Et les premières rencontres autour de ces images ont débuté en 2001. Rapidement, à travers les échanges sur le terrain, l'idée s'impose que le projet doit être conforme aux attentes de la communauté source des Kainaï, en l'occurrence, et conforme à leurs valeurs. Et les Kainaï ont demandé qu'ils soient rendus compte de leur travail et ont négocié un protocole d'accord avec le Pitt Rivers Museum et un groupe de volontaires. Et ont négocié un protocole d'accord avec le Pitt Rivers Museum. Si bien qu'un groupe de volontaires a supervisé le projet, le Mukakin Cultural and Heritage Foundation, et que le projet a très vite pris la désignation Kainaï Oxford Photographic Histories Project. Les Kainaï ont formulé des attentes vis-à-vis de ce projet et ils ont nourri l'intention de construire et de raconter leur propre histoire à travers ces images. Je vais juste vous mettre la couverture de l'ouvrage qui en a résulté. Cette dimension collective du projet va jusqu'à amener Pierce and Brown à intégrer les membres de la communauté Kainaï à l'écriture de l'ouvrage qui paraît en 2006 aux éditions des presses universitaires de Toronto. L'ouvrage est co-signé et le titre apparaît également dans les deux langues. La participation de la communauté à l'ouvrage passe déjà par l'intégration de très nombreuses paroles de Kainaï tout au long des chapitres, mais surtout l'ouvrage et sa teneur ont été validés par les Kainaï et les auteurs qui ont a priori
tenu la plume néanmoins, utilise de nombreuses précautions pour respecter les souhaits des canailles et faire en sorte que le savoir qui est transmis corresponde à leurs attentes. Par exemple, à l'entrée du chapitre qui décline les thèmes qui sont ressortis des conversations face aux photographies, les auteurs soulignent que le fait même de catégoriser ainsi ce qui est ressorti de ces conversations correspond assez mal à la façon dont ces aspects sont en réalité restitués par la parole des canailles, où ces différents thèmes sont largement imbriqués. L'approche qu'elle propose a toutefois été jugée valide par les canailles eux-mêmes, qu'elle justifie l'articulation même de ce chapitre. De fait, ce procédé, contrairement aux ouvrages de Binet ou de Poignant que j'ai pu évoquer, réinstitue la communauté source comme actrice de la construction du discours historique sur ces images, comme partie prenante également, du moins en partie, de sa diffusion. La façon dont a été mené ce projet et le contrôle qu'il a laissé à la communauté source est en parfaite cohérence, il faut le noter aussi, avec les pratiques de recherche qui ont lieu au Canada, comme c'était le cas tout à l'heure quand j'ai parlé de l'Australie, c'est-à-dire que les chercheurs ne sont pas libres de faire leur terrain ou de consulter les documents. Ils doivent répondre à une éthique de la recherche qui suppose l'assentiment, la collaboration, voire le contrôle en général des communautés étudiées pour les anthropologues, pour resituer un petit peu le contexte de ce projet. Ce projet pose donc la question de ce à quoi ce genre de projet peut aboutir en matière de restitution de récits historiques et quelle modalité peut prendre une forme de transfert de légitimité. Cette question de l'autorité, de la légitimité et de son transfert souhaitable se pose également donc à propos des archives photographiques elles-mêmes, concernant leur dimension située, localisée, l'autorité qu'elles incarnent et les manières possibles de tenter de reconfigurer cette autorité. Oui, j'arrive à ma conclusion. En fait, en plus, j'arrive à un point problématique où il est difficile de dire des choses très concrètes, enfin très fortes, précisément parce qu'il y a une tension entre, c'est un petit peu ce qui a été évoqué ce matin, mais entre une fragmentation, à propos de cette archive, entre une fragmentation et une dissémination de la visibilité d'un côté, et en même temps la question de l'archive qui est comme lieu d'autorité qui reste central, à savoir qui contrôle les archives photographiques, qui ou quoi décide de la valeur historique aussi bien que financière d'une photographie. Et ces questions restent cruciales malgré ce contexte de dissémination, si je puis dire, de visibilité, dû notamment au numérique aujourd'hui. Je vais essayer juste de sélectionner. Et ce que je vais dire rapidement, c'est que plusieurs projets posent en réalité, amènent à la création de ce qu'on pourrait appeler une archive parallèle constituée de copies, soit physiques, donc dans des musées locaux ou des centres locaux, le cas de Poignant est assez révélateur de ça, soit virtuelles, c'est-à-dire à travers la création de sites internet. Ce qui est maintenant de plus en plus fréquent. Je passe sur les exemples. Et ce genre de mise à disposition, tout en répondant à des enjeux majeurs, pose aussi plus largement la question de la prise en compte et de l'intégration du point de vue des communautés en retour au sein des institutions et des archives physiques qui sont conservées dans les musées occidentaux, en général les musées d'anthropologie occidentaux, en l'occurrence. Bon, en fait, j'essaie de raccourcir, mais je crois que c'est encore pire. Juste pour mentionner un exemple, Pears and Brown, donc le projet qui est affiché là, ce projet a eu une implication sur la façon dont ont été renseignées les photographies sur le site du Pitt Rivers Museum. Notamment quelques photographies, les seules qui sont visibles. La majorité d'entre elles ne sont pas visibles sur le site. Enfin, on peut avoir les métadonnées, mais on n'a pas accès aux images, ce qui correspond peut-être aussi à une volonté de la communauté canaille. Et les quelques images qui sont visibles, les métadonnées comportent tous les éléments qui ont été disons, révélés par la communauté canaille concernant ces images, notamment tous les noms locaux des personnes photographiées. Il y a une intégration du discours, disons, des canailles sur ces images à l'archive même du Pitt Rivers Museum.
ce qui est en fait relativement peu commun dans beaucoup de... Enfin, du moins, je parle de musées en Europe, c'est pas toujours le cas. Ce genre de détails, à première vue, contribue à faire en sorte que les images apparaissent aux historiens, par exemple, qui les consultent, comme à tout visiteur, comme étant liées aujourd'hui à cette communauté. Et cela contribue à resituer l'image dans une économie visuelle contemporaine plus large, à mon avis. Et d'une certaine façon, cela peut obliger le chercheur ou l'artiste à prêter attention au réseau de légitimité qui se tisse derrière l'image. Et donc, je conclurai rapidement en mentionnant le fait que ces projets de retour de photographie, qui se sont donc multipliés très largement depuis les années 90 et très largement depuis les années 2010, ont des implications théoriques importantes concernant le savoir produit par les chercheurs non natifs, parce que ça met en question les interprétations dominantes qui ont été élaborées sans les indigènes à partir de sources produites par des non natifs, et aussi concernant le positionnement des chercheurs vis-à-vis de l'archive photographique et des images que l'on peut en faire, des usages que l'on peut en faire, pardon. Et ce genre de projet de restitution visuelle dont il a été question ont toutefois, d'après mes constats, peu eu d'impact en France, à la fois sur la question de la gestion des collections de photographie anthropologiques et aussi sur la question de la façon dont on les regarde. Et j'aurais juste voulu rapporter une rapide anecdote, juste faire mention d'une conversation que j'ai pu avoir avec la chargée des photographies du laboratoire d'anthropologie sociale, qui est un laboratoire qui a été fondé par Claude Lévi-Strauss en 1960. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a à la fois une prise en compte, ou du moins une conscience des enjeux éthiques qui entourent ces images aujourd'hui. On sent qu'il y a quelque chose de problématique, ou du moins il faudrait faire attention avec ces images. Mais la seule expression que cela recouvre, c'est le fait de dire aux éditeurs et aux gens qui publient des images d'aller contacter les gens pour être sûr qu'ils soient d'accord. Voilà, globalement, c'est à ça que ça se limite dans ce genre d'archives aujourd'hui en France. Je vous remercie. Pardon. Merci beaucoup Anaïs pour cette présentation. Je suis désolée d'avoir dû écourter un petit peu, mais on est tenu par le temps. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Non. Moi, j'aurais une petite... Si. Ouais. Bon, je vous amène le micro et vous décidez qui pose la question. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur la manière avec laquelle ces photographies ont circulé en fait dans les populations concernées? Combien de temps ils les ont eues en leur possession et quels sont les dialogues qu'ils ont pu créer, si tu as des informations, en dehors de la présence de l'ethnographe, de l'ethnologue ou de l'anthropologue? C'est une bonne question. Alors, c'est compliqué de répondre de façon générale à cette question parce que les configurations sont assez différentes. Pour ce qui est, par exemple, du cas de... Enfin, c'est à chaque fois, les anthropologues ou les projets, les gens qui viennent sur place ne restent pas forcément très longtemps. Et donc, ça prend la forme de rencontres autour des photographies en général. Hein. Je pense à quelques projets en parlant de ça. À la fois, en fait, ce qui s'est développé, c'est que, disons que le protocole de retour de photographie s'est affiné dans le temps à mesure qu'il y avait des retours d'expérience sur la façon dont ça s'était passé à tel endroit avec telle population, avec telle personne. Le protocole s'affine et à chaque fois se reconfigure en cours de route sur le terrain en fonction de la façon dont ça se passe. Et souvent, ce qu'on voit, c'est à la fois des rencontres collectives autour de photographie, mais avec parfois certaines images qui font pas partie de qui sont volontairement, disons, occultées de ces moments de discussion collective, des rencontres en plus petits groupes et souvent des rencontres interindividuelles en termes d'images. Alors, ça pose aussi la question de qui décide de la configuration de ces rencontres-là. Enfin, voilà, ça, j'ai pas la réponse vraiment à cette question. Je pense qu'à chaque fois, ça se passe un peu dans le détail. Et ce qu'on peut lire sur ces projets, déjà, mon accès à ce genre de pratique est assez fragmentaire, parce que c'est ce qu'en ont raconté les anthropologues ou les historiens, ce qu'ils ont voulu en dire. Alors, on trouve de plus en plus de détails. Enfin, voilà, il y a certains chercheurs qui explicitent vraiment comment ils procèdent, mais ça occulte forcément toujours des choses. Donc, j'ai conscience que l'entrée dans
dans ce champ de pratique par ce biais-là connaît justement quelques biais. Mais pour revenir à ta question, donc par contre, c'est assez difficile moi, j'ai pas vraiment d'éléments sur qu'est-ce que deviennent ces photographies une fois que les anthropologues partent. Alors, il y a les cas où les photographies restent sur place. En fait, ça pose vraiment aussi la question des enjeux de pouvoir locaux, c'est-à-dire l'échelle locale, qui va garder cette archive, qui va la faire circuler. Et alors ça, il faudra en parler aux anthropologues. Je ne sais pas trop comment ils gèrent cette question. Même lorsque des groupes, disons, de décision se forment sur le terrain, qui décide que le pouvoir revient à ces gens-là et comment doivent se positionner les anthropologues vis-à-vis de ça. Après, ça fait des configurations politiques à l'échelle locale. Mais je suis d'accord que ça pose aussi des questions disons, politiques de l'autre côté, quoi. Enfin, c'est-à-dire qui a le pouvoir sur les images au sein des communautés sources. Enfin, j'ai pas vraiment répondu à la question, mais je pense qu'en fait, ça amène là, cette question. Ça amène à comment ça se passe après. Merci. Il y en a d'autres il y en a dans la salle aussi, je crois. Mais... Ah oui, j'aurais pu... Pardon. Je sais pas pourquoi. Non, c'est tout à l'heure. Non, c'est tout à l'heure. Moi, pour continuer, j'avais une petite question justement par rapport à ces archives parallèles qui se constituent, dont vous aviez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on commence à repérer des organisations qui peuvent être comparables, c'est-à-dire comme des espèces de principes d'organisation qui sont comparables entre divers lieux, ou est-ce que justement, du fait de l'implication des groupes ou des communautés locales dans l'organisation de ces archives parallèles, on a des solutions, des propositions qui sont très 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 diverses selon les cas de figure? C'est une question compliquée, je pense, parce que ça renvoie aussi à la question des échelles. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, d'une certaine manière, quand des archives photographiques se situent en Nouvelle-Zélande, elles ne sont pas très loin, sont pas très loin des communautés sources, mais pour autant, elles ne sont pas accessibles. En fait, c'est toute la question de c'est quoi avoir accès à une archive, en fait. Ça me fait quoi ce qu'on disait aussi hier sur des choses qui sont accessibles dans des lieux ouverts, mais en fait, qui va voir ces images et comment on va les voir? Je pensais plutôt même à leur organisation, comme tout à l'heure l'exemple des canailles avec l'importance de la parole en fait, qui est systématiquement associée aux images. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des espèces de pratiques qu'on peut retrouver à différents endroits je ne serais pas vraiment capable de répondre à cette question. Ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est des sortes d'archives parallèles davantage numériques que physiques. Ce qui n'était pas vraiment le cas dans les années 90. Bon, ça peut se comprendre, mais aussi ça pose aussi la question de l'accessibilité, mais d'une autre manière. Et ça, c'est souvent discuté. Les projets que j'ai pu voir, c'est vraiment discuter avec les communautés sources sur quelles seraient les meilleures modalités d'accès aux images, qu'est-ce qui serait en fait qui correspondrait le plus à vos besoins. Et là, sur une archive parallèle numérique, je pense à un projet qui a lieu en France. Il y a quand même des choses qui se passent en France, à l'impulsion d'une anthropologue et de la communauté Wayana à Palaï en Guyane. Et le projet a donné lieu à la conception intégrale d'un site internet par la communauté et par des chercheurs, des anthropologues, avec l'aide de techniciens aussi, où ils ont pensé un site internet dont l'architecture corresponde aux modalités conceptuelles, si je puis dire, de cette communauté-là, à la façon dont eux avaient envie de pouvoir faire dialoguer les différentes archives mentionnées. C'est un site internet qui comprend à la fois des images, mais aussi des archives orales et aussi des objets. Donc c'est aussi en fait, comment c'est-à-dire que l'architecture d'une plateforme, d'un musée, correspond pas forcément à la façon dont la communauté a envie de pouvoir avoir accès à ces images. Il y a peut-être aussi des biais, disons, dans la façon d'avoir accès. C'est pas parce que c'est en ligne qu'on a accès. Enfin, voilà, c'est relativiser un peu ce genre naturaliser, relativiser cette idée que l'accès, c'est voilà. Et donc ça, je pense que ça m'a l'air d'être un projet, du moins une orientation qui a l'air d'être potentiellement, qui à mon avis va porter ses fruits dans pas mal de projets. Mais là, encore une fois, c'est parti de la communauté Wayana à Palaï.
et du fait qu'ils ont un accès à Internet. Enfin voilà, ça a été pensé aussi en fonction de ce à quoi ils ont accès avec les smartphones, etc., qui se développent aussi beaucoup là-bas. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose... Si, tu voulais... Rapide. Oui, alors ça va être... Bon, je vais faire ça rapidement, mais en fait, c'est un peu une question de terminologie. Quand on parle d'archives, en fait, est-ce que vraiment ça recouvre tout à fait l'objet dont on parle? Parce que, et est-ce que ça brouille pas, d'une certaine façon, la compréhension qu'on peut avoir de ces différentes démarches? L'archive au sens strict, elle a une utilité institutionnelle. Elle est archive d'une administration. Elle n'est pas là pour l'histoire, elle n'est pas là pour l'historien. C'est d'abord, au sens strict, une archive, c'est quelque chose qui est utile pour le fonctionnement d'une administration. Une fois qu'elle est classée, elle devient source pour l'histoire. Et là, on a un usage métaphorique en fait du mot archive, qui est en gros qui revient à dire documentation, ou documentation visuelle. Mais du coup, l'usage métaphorique nous informe assez peu sur l'intentionnalité de ces collections, et l'intentionnalité qui visiblement varie parce qu'elle évolue au cours de l'histoire. Tu as très bien montré que ces projets, en fait, c'est une transformation de l'intentionnalité originelle. Et est-ce que, finalement, ce que tu disais en répondant à la question de Jordi, c'était que deviennent ces collections à partir du moment, à partir du moment où des enjeux de pouvoir locaux sont amenés à s'exprimer aussi dans l'appropriation des collections. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une terminologie qui permettrait, je sais pas, collection, documentation, ou qui permettrait de mieux rendre compte en fait de l'intentionnalité de ces démarches, et donc aussi des acteurs au niveau local, que ce soit musée local, communauté, pouvoir de décision quelconque, qui s'approprient en fait ces collections? C'est une bonne question. Après, la notion d'archive, enfin oui, je pense que ça pointe aussi la difficulté aussi à circonscrire vraiment ce dont on parle et justement vers quoi on évolue à travers ce genre de projet. Mais c'est vrai que la notion d'archive, après, elle vient du statut aussi de ce genre d'objet dans les institutions, notamment européennes. Alors, dans certains musées, on a affaire à des collections, mais dans beaucoup d'institutions, on a affaire à des archives d'anthropologues, c'est-à-dire que les photographies, je parle du point de vue de ce que je connais, mais les archives des anthropologues, elles sont conservées en tant qu'archives historiques plutôt que juridiques, évidemment, mais avec aussi l'idée que c'est à la fois des archives sources de l'histoire, mais un peu potentiellement des archives vivantes, parce que ça peut être des sources pour le travail anthropologique aujourd'hui. Enfin, c'est un peu ambigu. Enfin, il y a une ambiguïté autour de l'archive historique en anthropologie, qui est aussi une archive de travail potentiellement pour documenter des terrains sur lesquels on est encore en train de travailler. Enfin, il y a une ambiguïté dans la définition de l'archive. Disons qu'il y a une dualité dans l'archive anthropologique, plus que dans d'autres types d'archives, ce qui la rend un peu compliquée. Après, oui, c'est vrai que j'aurais envie de réfléchir à cette question plus que d'y répondre, parce que je trouve que quand même l'archive, elle pose la question. C'est une notion qui appelle à la question de l'autorité, de la légitimité dans sa gestion. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant de la poser, peut-être de la poser pour finalement l'évacuer. En effet, peut-être que ça sera ça le cheminement, en fait, se dire c'est peut-être pas si problématique si l'archive ou le document original il est conservé en l'état dans les sous-sols de telle institution, et qu'en fait il y a des reproductions qui font leur vie et il y a un contrôle possible sur ces reproductions qui se suffit à lui-même. C'est pas la peine de contrôler forcément l'archive originale. En fait, on peut aussi se satisfaire de ces collections parallèles, si jamais on veut utiliser un autre mot. Mais ça pose quand même. Moi, je trouve que la question du contrôle de l'archive, elle se pose quand même. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment l'articulation autorité-archive qui me fait poser la question de l'archive.
Voilà.